Bonjour à tous pour ce premier webinaire du cycle 2021 de la plateforme L'innovation territoriale en action. Et aujourd'hui, ce premier webinaire aura pour thème les métiers d'un catalyseur territorial. Alors, la plateforme L'innovation territoriale en action est animée par le réseau des pionniers des alliances en territoire. Quel est-il ? C'est un réseau de plus de 350 acteurs de terrain qui est issu d'un cheminement collectif depuis 2008 avec une dizaine d'acteurs qui s'est progressivement élargi, et ce réseau a été créé en 2014 pour partager entre pairs les pratiques des catalyseurs territoriaux. Alors, qu'est-ce qu'un catalyseur territorial ? C'est un acteur qui est neutre, c'est un tiers de confiance qui va relier des acteurs de monde différents, c'est celui qui va générer des liens, et pour cela, il va s'appuyer sur une ingénierie qui s'appelle la catalyse territoriale, qui va permettre, in fine, de féconder un territoire en matière d'alliances, qui va permettre de développer les alliances territoriales. Et ce qui est très intéressant dans le réseau, c'est que les catalyseurs sont issus de profils très différents. On peut y retrouver des acteurs académiques, comme le catalyseur de l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Ça peut être des acteurs économiques, bien sûr, des acteurs d'intérêt général, que ce soit des associations ou des fondations, comme la Fondation de Lille, dont on entendra quelques mots tout à l'heure, des acteurs publics, comme le territoire Paris-Est, Marne-et-Bois. Donc, un réseau de 350 pairs qui proviennent d'univers très différents et qui ont tous comme objectif de servir leur territoire. Alors, quelques informations également sur les missions du réseau, puisque le réseau s'est structuré en association en fin 2019 et il a pour vocation de promouvoir et de soutenir les pratiques des catalyseurs territoriaux. Pour ça, 4 missions. Bien sûr, il anime le réseau et valorise toutes les actions et tout ce que font les catalyseurs territoriaux. Deuxième mission, c'est aussi de faciliter la création de ressources pédagogiques, et on va en parler tout à l'heure. De même qu'on va parler tout à l'heure de l'ensemble des services complémentaires qui vont être proposés aux catalyseurs. Et puis par ailleurs, l'une des missions du réseau, c'est de pouvoir impliquer ses membres dans des programmes de recherche-action sur la co-construction territoriale notamment et sur finalement les différentes dimensions de la catalyse territoriale. Avoir en tête également 2 grandes missions, 2 grandes actions qui sont portées par l'association. D'abord, elle anime chaque année les rencontres annuelles depuis 2015. Vous voyez en haut à droite de votre écran les différentes thématiques qui ont été les nôtres depuis 6 ans. Et l'ensemble de ces rencontres annuelles sont capitalisées sur le site des catalyseurs territoriaux. Et deuxième grande action qui est portée par l'association, c'est d'animer donc justement cette plateforme l'innovation territoriale en action et les différents webinaires qui sont à l'œuvre depuis 2019. Donc, vous voyez une association qui est dédiée au développement de l'ingénierie de catalyse territoriale. Alors, après cette brève introduction sur le réseau, aujourd'hui, on va aborder 4 points. Rappeler le contexte de l'année dernière 2020 et se mettre en ordre de marche pour 2021. Deuxième sujet, on va bien sûr parler des différents métiers de la catalyse territoriale et on a de la chance d'avoir le portrait de la Fondation de Lille qui va nous permettre d'introduire ces différents métiers. Et troisième sujet, on va voir qu'il y existe et que le réseau avec ses partenaires propose différents soutiens aux catalyseurs et ça sera l'occasion pour nous d'annoncer des grands partenariats. Et puis on terminera sur le programme 2021 en termes d'animation et de diffusion. Alors, pour parler donc de ce contexte, rappeler 2020 déjà, puisque comme chaque année, je vous le disais, on a eu la 6e rencontre du réseau, donc le 8 juillet dernier, qui a été une journée très particulière, d'abord au format numérique et puis avec un grand succès. On a eu plus de 500 participants et 53 intervenants. Et ce qu'il faut retenir de cette 6e rencontre, c'est qu'elle a pu mettre en avant 2 grands messages. Le premier, c'est que la valeur de l'ingénierie de catalyse territoriale a été reconnue à 3 niveaux. D'abord, les institutions qui ont valorisé les actions de terrain. On a eu différents témoignages, celui de la ministre en charge de la cohésion des territoires, mais également de la NCT, de la Banque des territoires. Et puis, bien sûr, les résultats de la mission ministérielle sur l'accélération des alliances stratégiques a vraiment mis en avant l'importance de l'ingénierie de l'alliance pour faciliter le développement de ces alliances. Deuxième niveau de reconnaissance, ce sont les investisseurs sociétaux qui se mobilisent déjà depuis un certain nombre d'années sur ce sujet. On peut citer les fondations RTE, Fondation GRDF, la Fondation Total, et puis également, bien sûr, la Fédération des caisses d'épargne et le groupe La Poste. Et le dernier acteur qui était extrêmement important et qui l'est toujours d'ailleurs sur cette reconnaissance, c'est le monde académique qui, dès 2020 déjà, on voyait qu'il s'était déjà impliqué sur cette notion de co-construction et c'est sur toutes les mécaniques de succès qui font que cette co-construction entre acteurs différents marche. Ça, c'était le premier niveau de message qui était porté lors de la 6e rencontre. Et le deuxième, c'était de dire,
Effectivement, l'ingénierie de catalyse territoriale, elle est extrêmement importante, elle a de la valeur, mais il faut encore plus la soutenir. Elle n'est pas suffisamment visible et donc il faut investir à la fois pour la promouvoir et puis également pour apporter des moyens. Donc vous voyez un contexte 2020 qui était déjà favorable à l'ingénierie. Et qu'est-ce qui se passe en 2021? En fait, on s'aperçoit que les réponses qui sont apportées sont en accélération. D'une part, parce que l'ensemble des outils qui sont à disposition des organisations, qu'elles soient publiques et privées, se développent de plus en plus, et on va en parler tout à l'heure. Donc, toutes les organisations, les praticiens ont la capacité à agir, à développer les alliances. Deuxième point, c'est que le monde académique également accélère sur la mobilisation sur la question de l'ingénierie territoriale. On a eu la semaine dernière un séminaire de recherche qui a été co-organisé entre l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts et le RAMO, qui avait pour thème la co-construction du bien commun. Donc là, très clairement, on était au cœur du sujet. Et puis plus globalement, les acteurs de la formation qui se mobilisent de plus en plus sur finalement comment faire en sorte que tout le monde puisse apprendre à faire alliance. Et le dernier point également qui est évidemment très important pour les acteurs de terrain, c'est qu'il y a des moyens juridiques et financiers qui se mettent en place. La proposition de loi qui a été déposée en février sur la possibilité d'expérimenter un droit d'alliance d'intérêt général et d'un point de vue financier, le fonds ODD17, qui a été créé entre la Fondation Total et le Rameau, qui permettra et qui permet déjà de financer l'ingénierie de l'alliance. Donc on voit que 2021, c'est la continuité de 2020 et qu'on voit donc des réponses qui s'accélèrent. Alors dans ce contexte très favorable, évidemment que le réseau des pionniers se structure pour répondre aux besoins des acteurs territoriaux et il se structure de trois façons. D'abord, au niveau de l'association qui consolide sa gouvernance, qui évolue pour être représentative de la diversité des catalyseurs territoriaux. On a la chance d'avoir une coprésidence avec nous, en la personne de Frédéric Marquet du territoire Paris-Est Marne-et-Bois et Delphine Vandevoorde de la Fondation de Lille. Donc ça, c'est le premier point. On entendra chacune d'elles s'exprimer tout à l'heure, au cours de ce webinaire. Deuxième axe de réponse du réseau, c'est qu'on va accélérer l'outillage des catalyseurs, et ça, c'est grâce à des partenariats structurants que le réseau a mis en place, avec évidemment notre partenariat historique entre le Rameau et l'Observatoire des partenariats, mais deux nouveaux partenaires, Idealco et Map in Action. Et le troisième axe, c'est qu'il y a une volonté de s'impliquer dans l'investissement en ingénierie territoriale. Il y a une mobilisation d'investisseurs sociétaux dans lequel le réseau va être partie prenante. Donc, voilà, ça, c'est tous les points dont on va discuter, on va échanger au cours de ce webinaire. Mais en attendant, je vais laisser la parole à Delphine Vandevoorde, qui est directrice de la Fondation de Lille et donc l'une des coprésidentes du réseau. Et je crois, Delphine, que vous souhaitez mettre en avant la richesse de ce réseau. La parole est à vous. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Élodie, pour cette présentation. Effectivement, vous l'avez dit en introduction de présentation du réseau, mais ce qui fait la force du réseau des pionniers des alliances en territoire, c'est bien la diversité des acteurs qui sont réunis en son sein. Et d'ailleurs, cette coprésidence partagée est le reflet de cette diversité, puisque mon acolyte Frédéric Marquet, que je salue, représente un établissement public des territoires, et moi-même, je représente une fondation reconnue d'utilité publique, abritante et territoriale. Donc, finalement, peu importe le véhicule juridique qui est utilisé sur les territoires, le but des catalyseurs est bien de créer du lien sur le territoire au service de l'intérêt général et d'être des facilitateurs pour monter ensemble des actions qui répondent à des problématiques territoriales. Donc, bien évidemment, c'est le positionnement de la Fondation de Lille sur son territoire et je pense qu'on le verra par la suite. Ah, voilà, ça y est. Merci beaucoup, Delphine. C'était effectivement une très bonne transition puisque on va du coup passer à la deuxième sujet de ce webinaire, les métiers de la catalyse territoriale. Et effectivement, on a la chance, grâce à notre partenaire Idealco, d'avoir un portrait de catalyseur, et en l'occurrence, c'est celui de la Fondation de Lille. Donc, je vous propose de visionner ce portrait et puis on se retrouve dans quelques minutes. Delphine Vandevoorde, directrice de la Fondation de Lille depuis une vingtaine d'années. La Fondation de Lille est une fondation reconnue d'utilité publique et abritante, et elle est qualifiée de fondation territoriale.
Elle a la caractéristique d'être une fondation qui agit sur le territoire des Hauts-de-France et qui est multicause, pouvant agir dans l'ensemble des domaines de l'intérêt général. Voilà, alors je suis très heureuse de travailler à la Fondation de Lille, car j'ai toujours eu envie de travailler pour l'intérêt général, avoir le sentiment d'être utile et d'aider des personnes plus fragiles. Et mon métier me donne l'occasion de rencontrer une grande diversité d'acteurs qui rend ma fonction intellectuellement passionnante et très enrichissante. Alors, si on s'arrête sur le territoire des Hauts-de-France, c'est une grande région qui connaît quelques fragilités. Alors, une région qui est confrontée au chômage, à un taux de pauvreté important, mais c'est aussi une région avec beaucoup de ressources qui est en train de se réinventer, avec beaucoup de pôles de compétitivité. C'est une région très jeune, avec une vie associative très riche. Et la Fondation de Lille a souhaité s'attaquer, je veux dire, aux problèmes de la jeunesse en leur proposant des solutions de réinsertion, d'accès à l'éducation pour tous. Et à cet égard, nous avons créé en 2008 une action qui s'appelle les Bourses de l'Espoir, qui a permis de rassembler autour de la table 6 banques régionales concurrentes, mais qui se sont rassemblées autour de cette thématique pour pouvoir apporter chaque année des aides financières coup de pouce à des étudiants en grande difficulté sociale qui va leur permettre soit d'aborder une formation et accéder à l'emploi, ou soit de poursuivre leur, leur parcours d'études suite à des difficultés financières rencontrées. Alors, la Fondation de Lille a la particularité d'être une fondation qui réunit en son sein des acteurs publics et privés. C'est une caractéristique spécifique à cette fondation qui a été voulue par son président fondateur. Et donc, depuis l'origine, nous travaillons à la fois avec des collectivités locales, avec des entreprises, des réseaux associatifs, avec des donateurs particuliers. Et ensemble, nous essayons de bâtir des solutions pour répondre aux enjeux portés par notre région et qui émergent soit des réseaux associatifs, soit des services éducatifs ou sociaux. Et le fait de travailler ensemble sur des problématiques de ce genre permet, je pense, d'être plus efficace, sachant que l'alliance ou la dynamique partenariale n'est pas toujours quelque chose de facile, surtout sur un territoire comme le nôtre qui a une vie associative très riche avec un nombre de fondations importants. Et de nombreux réseaux existent, mais les réseaux ne se parlent pas forcément. Et c'est une des limites peut-être pour l'instant que rencontre la Fondation de Lille. La Fondation de Lille, en tant que fondation territoriale, qui est une adaptation finalement du modèle des fondations communautaires américaines, est une fondation un peu spécifique et joue effectivement le rôle de catalyseur territorial. Elle essaie en tout cas de s'appuyer sur les réseaux du territoire qui sont très nombreux dans la région des Hauts-de-France et c'est une des particularités de cette région. Et un des grands défis en fait du catalyseur, c'est de pouvoir avoir une vision transversale de ces réseaux et pouvoir les faire dialoguer entre eux. Et voilà, c'est un défi à surmonter. À mon avis, le catalyseur doit être un lieu de neutralité où tout le monde peut exprimer, tout l'ensemble des acteurs puissent exprimer leurs problématiques, leurs envies. Et le catalyseur que représente la Fondation de Lille, par exemple, ne doit pas porter un jugement, mais plutôt orienter, mettre en commun, faire du réseau pour essayer de jouer ce rôle utile pour un territoire. Alors évidemment, ça va demander des compétences particulières puisqu'il faut savoir à chaque fois s'adapter à chacune des structures. On travaille avec une entreprise qui a une culture d'entreprise, avec des collectivités locales qui ont une culture administrative, avec des associations, d'autres fondations. Et parfois, quand ce petit monde se réunit, il faut voilà, avoir la bonne écoute et s'adapter à chacune de ces cultures. Donc ça, c'est un réel défi. Et donc, les qualités qu'il faut avoir, c'est les capacités d'écoute, ne pas porter de jugement et avoir cette capacité d'adaptation. Alors, si je devais donner un conseil, si je pouvais me permettre de donner un conseil à des organismes qui voudraient devenir des catalyseurs, alors d'abord, c'est
d'étudier la plus-value que peut apporter un catalyseur sur un territoire. Qu'est-ce que j'apporte de plus par rapport aux autres? Parce qu'il ne s'agit pas de venir en concurrence, mais d'apporter quelque chose en plus. Et puis, de tout de suite, je vais dire, annoncer les choses très clairement et afficher son positionnement très clairement en disant « je ne suis pas là pour concurrencer les gens qui travaillent, je suis là pour les faire avancer et pour les faire travailler ensemble ». La Fondation de Lille travaille actuellement sur un projet innovant qui s'appuie sur la mutation d'une association qui s'appelle l'Organisme de foncier solidaire de la métropole lilloise en une fondation abritée sous notre égide. Alors, les organismes de foncier solidaire sont de nouveaux outils très innovants qui permettent l'accession abordable et durable à la propriété en s'appuyant sur la dissociation foncière, c'est-à-dire que concrètement, on va séparer la valeur du terrain de la valeur du bâti et l'OFS est propriétaire du terrain, ce qui permet de sanctuariser le terrain, de lui donner une vocation sociale et d'éviter les plus-values sur la valeur de l'immobilier. Alors, ça a quoi comme vertu? Eh bien, ça permet l'égalité territoriale dans l'accession à la propriété. On sait très bien que les Français y sont très attachés. Ça permet également la mixité sociale en centre-ville. Et c'est un véritable défi pour la Fondation de Lille que de réunir des acteurs publics, la ville de Lille et la métropole européenne de Lille en l'occurrence, des acteurs privés comme la Fédération des promoteurs immobiliers, comme Axio Logement et comme un certain nombre d'acteurs associatifs qui souhaitent travailler dans l'accession à la propriété. C'est le grand défi de la Fondation pour l'année 2021. J'aimerais bénéficier de fonds financiers supplémentaires pour permettre le déploiement plus rapide de la Fondation de Lille, pour communiquer sur ce qu'elle est capable de faire, pour valoriser 30 ans d'expérience. On a capitalisé 30 ans d'expérience dans de très nombreux domaines de l'intérêt général et il faut absolument le valoriser. Le but de tout ça étant évidemment de convaincre les acteurs du territoire que la Fondation de Lille est un outil à leur disposition et à leur service, que c'est un véhicule philanthropique juridiquement abouti et qu'après 30 ans, ils ont un outil qui est complètement disponible et, à mon avis, qui est prêt à porter des projets innovants pour répondre à des besoins réels de la région. Ça, c'est un des premiers leviers. Si j'avais une baguette magique, alors d'autres leviers peut-être, c'est un levier politique peut-être, c'est la prise de conscience du rôle que les fondations communautaires, alors, territoriales plutôt, peuvent jouer en France sur les territoires. Et dans le cadre du rapport de la mission sur la philanthropie et la française, porté par la députée Sarah El Haïry, un point a été consacré aux fondations territoriales. C'est un début, mais il faudrait vraiment que les pouvoirs publics s'approprient cette question des fondations territoriales et évidemment avec une répercussion au niveau des collectivités locales sur les territoires à proximité de l'ensemble des autres acteurs. Ce qui me semble important pour le développement des catalyseurs territoriaux, c'est effectivement de savoir avoir une vue transversale. Il existe beaucoup de projets communs, de réseaux communs, des réseaux d'entreprises, d'associations, des réseaux de fondations. Ces réseaux vont parler un langage commun et le catalyseur doit être capable de les faire parler ensemble et chacun doit pouvoir avoir cette langue commune au service de l'intérêt général et peut-être inventer une langue des catalyseurs, l'espéranto des catalyseurs, pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'on souhaite faire, non pas au service de son propre réseau ou de son propre organisme, mais au service de l'intérêt général. Ma réponse va être simple. Pour moi, la mobilisation des personnes, elle existe déjà au travers des associations. Loi 1901, on est un pays d'associations qui fonctionne très bien. Nous avons une dynamique associative très importante dans la métropole lilloise et plus généralement dans la région des Hauts-de-France. Par contre, la mobilisation des organismes sur les territoires, c'est pas encore mature. Il y a encore un peu de chemin à faire.
Donc, pour moi, la différence, elle est là, hein. La mobilisation des personnes, pour moi, est finalement aboutie. Reste à mobiliser davantage les organisations. Voilà, et ben merci à Delphine et à du coup Idealco d'avoir fait ce portrait de catalyseur territorial. Et ce qui est très important dans la dernière partie qui a été présentée dans le film, c'est vraiment cette question de mobilisation des organisations qui est vraiment au cœur de la réflexion de la catalyse territoriale, puisque finalement, au sein d'un territoire, il y a 3 ingénieries qui cohabitent et qui sont en articulation. C'est d'abord l'ingénierie de gestion des infrastructures locales qui sont principalement portées par les collectivités et qui est un rôle structurant qui est apparu après-guerre. Ensuite, il y a l'ingénierie de management de projets territoriaux, où là, l'enjeu, c'est vraiment de coordonner des acteurs autour d'un projet de territoire. Donc, on va piloter le projet, on va faire son cadrage, on va l'évaluer, et c'est une ingénierie qui peut être portée soit par des acteurs publics, soit des acteurs privés, et ça s'est apparu, ça s'est effectivement développé dans les années 50. Et la troisième ingénierie, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie de la relation, l'ingénierie relationnelle, dont l'objectif, c'est vraiment de rassembler des acteurs autour des besoins du territoire, et c'est de créer, de favoriser l'interconnaissance entre des acteurs qui potentiellement ne se connaissent pas vraiment. Et ce qui est vraiment important dans cette ingénierie relationnelle, c'est qu'il y a 2 approches complémentaires. Une approche participative, où là, l'enjeu, ça va être d'impliquer des personnes, des citoyens sur ces besoins du territoire et d'identifier éventuellement des solutions. Puis il y a une approche d'organisation, c'est-à-dire comment on va mobiliser des organisations pour qu'elles co-construisent ensemble des réponses aux besoins du territoire. Et vraiment, la catalyse territoriale, c'est vraiment comment mobiliser les organisations, et il est apparu depuis à peu près un peu plus d'une dizaine d'années. Donc, ce qui est vraiment important dans la catalyse territoriale, c'est l'organisation de l'interconnaissance et également un rôle structurant pour valoriser l'engagement de l'ensemble des acteurs du territoire et de montrer leur complémentarité, ce qui va permettre, in fine, de pouvoir créer des synergies collectives sur le territoire pour répondre à ces besoins. Alors, pour aller un peu plus loin sur ce qu'est la catalyse territoriale, il faut vraiment comprendre que c'est une ingénierie de savoir-faire. C'est un savoir-faire spécifique d'animation des liens entre des acteurs qui sont d'univers différents, et cette savoir-faire, il se structure autour de 4 métiers qui sont complémentaires. Ça peut être d'abord d'organiser le dialogue territorial. On va partager la connaissance du territoire, de son écosystème. Ça peut être aussi d'organiser des temps de rencontre, donc cette fameuse interconnaissance notamment. Ça peut être aussi de sensibiliser, et puis bien sûr, c'est de mettre en relation, de faire réseau pour que l'ensemble de ces acteurs du territoire puissent mieux se connaître. Ensuite, le deuxième métier, ça peut être aussi de pouvoir impulser, concevoir des expérimentations collectives où finalement on va partager les besoins du territoire et ses enjeux. On va mobiliser pour co-construire des solutions pour répondre à ces enjeux. On va copiloter et évaluer ces expérimentations. Et puis dans la catalyse, il y a aussi quand même une dimension d'accompagnement, d'émergence de projets, d'acculturation à ce qu'est l'alliance, d'accompagner à ces partenariats et puis d'essaimer. Et puis, il y a aussi, on voit de plus en plus l'émergence de lieux, de gérer un lieu. Ça peut être des échanges, des lieux d'échange conviviaux, ça peut être des espaces de coworking, ça peut être aussi des showrooms, des Fab Labs, enfin, un certain nombre de services qui sont proposés dans un lieu physique qui incarne cette capacité à coopérer. Donc, on voit que la catalyse territoriale, c'est vraiment un savoir-faire qui est spécifique. Et pour illustrer, au-delà des quelques exemples qui sont présentés dans ce PowerPoint, on a fait l'année dernière, pour la 6e rencontre des pionniers des alliances en territoire, des vidéos qui ont illustré chacun des 4 métiers. C'est d'ailleurs ces vidéos, si vous voulez les consulter, elles sont déjà disponibles, bien sûr, sur la plateforme d'innovation territoriale en action. Alors, quelques illustrations. Pour illustrer le dialogue territorial, il y a bien sûr le territoire Paris-Est, Marne-et-Bois, qui anime ce dialogue entre des acteurs qui sont très différents au sein du territoire, l'éducation nationale, les acteurs publics locaux, les acteurs économiques et bien d'autres. Et c'est vraiment, on part du besoin de ce territoire. Ensuite, sur les expérimentations collectives, on peut citer l'exemple du programme Microville 112, qui est un programme de co-développement entre des écosystèmes très différents, des très locaux, régionaux, voire nationaux, et qui ont pour objectif de revitaliser une zone de 50 km² qui est en fait l'ancienne zone militaire à côté de Reims.
En termes d'accompagnement, il y a bien sûr le réseau des développeurs économiques territoriaux dont la vocation, c'est vraiment d'accompagner le territoire, les acteurs du territoire, pour faire en sorte que ce territoire puisse être dans un environnement le plus favorable possible au développement économique. Et là, on s'adresse à tous les acteurs, pas que les acteurs économiques. Et puis, pour ce qui est de la gestion d'un lieu, on a souhaité illustrer avec l'Infolab, qui est un service qui est proposé par le CRIJ d'Orléans et qui est un espace de 12 000 m² dédié à l'engagement des jeunes et qui propose un espace d'incubation de projets, d'espace de coworking, l'organisation d'événements, l'accès à des équipements vidéo ou à d'autres formes de réseau. Donc, on voit des illustrations très différentes. Et pour conclure sur ces métiers, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'un catalyseur peut porter 1, 2, 3, les 4 métiers. Et ce qui est vraiment intéressant à avoir en tête, c'est que selon le territoire, ces 4 métiers peuvent être portés soit par un même acteur, mais dans d'autres territoires, ils pourront être pilotés par des acteurs très différents. Et en fait, cette fonction-là, ces métiers-là, tout dépend de l'écosystème qui existe sur ce territoire et la façon dont chacun s'approprie ces grandes fonctions. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire très succinctement sur ces métiers. De toute façon, vous avez toute notre capitalisation et notamment ces illustrations sur la plateforme L'innovation territoriale en action. Donc, n'hésitez pas à aller la consulter pour avoir un peu plus d'illustrations. Donc, on va passer du coup au 3e temps et on souhaitait, dans ce webinaire, mettre l'accent sur les différents soutiens que le réseau et ses partenaires vont mettre à disposition, vont apporter aux catalyseurs territoriaux, ce qui me permet de me tourner vers Charles Benoît, qui est président fondateur du RAMO, et à qui je vais poser la question, finalement, ça veut dire quoi investir dans la catalyse territoriale ? Point d'exclamation. Merci beaucoup, Élodie. Bonjour à tous. Alors, effectivement, je suis ravi d'intervenir dans le cadre de ce premier webinaire 2021 de la plateforme L'innovation territoriale en action et d'intervenir sur la question de l'investissement dans la catalyse territoriale. Pour ceux qui ont suivi les travaux que la députée Cathy Racombouzon et moi-même avons fait dans le cadre d'une mission ministérielle qui nous avait d'abord été confiée par Gabriel Attal puis par Sarah El Haïry, vous savez combien cette logique d'investir dans l'ingénierie au plus près des territoires a été un élément qui a été souligné sur comment est-ce qu'on peut favoriser les partenariats stratégiques entre associations, entreprises, collectivités territoriales, acteurs académiques. Et une question nous était posée dans le chat, qu'est-ce que sont les organisations ? Eh bien, ce sont tous ces corps, finalement, qui sont des corps vivants où les hommes et les femmes se mobilisent ensemble sur un projet et qui constituent effectivement les organisations d'un territoire. Alors, pour pouvoir aider les territoires à fixer leur cap, et notamment leur cap à horizon 2030, c'est-à-dire dans le cadre des objectifs de développement durable qui nous concernent tous. Et aujourd'hui, on voit bien l'importance à la fois de gérer les situations de court terme dans lesquelles nous sommes aujourd'hui et puis de moyen terme de transformation que nous vivons. Et il nous semble absolument indispensable d'être à l'écoute finalement des territoires en leur donnant des moyens d'avoir des données pour comprendre quelles sont finalement les dynamiques à l'œuvre déjà présentes sur leur territoire, croiser finalement ce que font les acteurs, quels sont les domaines d'action, quelles sont finalement la diversité des actions territoriales, d'avoir aussi des outils pour agir, c'est-à-dire finalement comment est-ce qu'on peut accélérer une capacité d'action collective, que ce soit en matière de vision, de gestion, d'outils de gestion ou d'action concrète. Et puis le dernier point, de compétences pour pérenniser, et c'est là où bien évidemment un réseau comme le réseau des pionniers des alliances d'un territoire est absolument indispensable parce que au-delà de la cinquantaine de réseaux nationaux qui se mobilisent sur cette création de liens, les 350 catalyseurs territoriaux que vous incarnez, bien évidemment, ont un rôle absolument déterminant. Donc, comment outiller les territoires et les organisations locales à définir leur propre cap 2030 pour comprendre, agir et pérenniser leur action? Eh bien, nous avons un exemple très concret aujourd'hui. Finalement, à travers des données pour comprendre, nous allons parler d'un kit pratique sur la connaissance des dynamiques régionales que vient de publier aujourd'hui même l'Observatoire des partenariats. Dans des outils pour agir, eh bien, nous aurons
2 nouveaux outils qui sont mis à disposition du réseau à travers un partenariat stratégique à la fois avec IDEALCO et à la fois avec MIA. Et vous verrez 2 façons finalement de se mobiliser ensemble avec des outils pour les catalyseurs territoriaux. Et puis, 3e levier finalement, dans des compétences pour pérenniser, bien, comment investir très concrètement dans cette ingénierie territoriale. Et nous rappellerons finalement les partenaires qui se mobilisent aujourd'hui à destination du réseau. Alors, pour ceux qui ont participé l'été dernier à la 6e rencontre des pionniers des Alliances en territoire, et si vous n'avez pas encore vu ou revu finalement cette journée, nous vous invitons à la voir parce que le replay est tout à fait passionnant. Nous avions à l'époque publié une lettre aux élus locaux sur l'ensemble des outils donnés et compétences disponibles pour les aider finalement dans leur pratique et dans leur nouveau mandat. Il nous a semblé cette année très importante de faire un kit pratique sur les dynamiques régionales. Finalement, quels sont les profils de nos 13 grandes régions françaises, quelles sont les fragilités prioritaires sur ces régions et la vision bien évidemment objective des données que l'on peut avoir, mais aussi subjective, comment les habitants d'une région peuvent appréhender leur région. Je donnerai qu'un seul exemple. J'ai vu que notre ami Pierre-François de Cluster Jura étant là, je vais prendre la Bourgogne-Franche-Comté pour lui rendre hommage finalement. Eh bien, la Bourgogne-Franche-Comté est la 10e région en France en termes de fragilité, en termes de chômage, en termes de taux de chômage, mais c'est la première en termes de perception par les habitants de Franche-Comté sur cette fragilité économique liée au chômage. Il est très important donc de regarder les fragilités, pas seulement des fragilités objectives, mais aussi les fragilités perçues. Et puis, dernier point, bien évidemment, de ces dynamiques régionales, c'est de pouvoir voir quels sont les mouvements déjà à l'œuvre, comment les élus de locaux voient ces dynamiques de co-construction, comment les entreprises et les associations se mobilisent, quel type de pratiques, est-ce qu'on est plutôt sur des pratiques responsables, du mécénat, des coopérations économiques ou de l'innovation sociétale, et bien évidemment un mix de tout cela. Il est très important de connaître nos régions et donc c'est pour ça que nous avons le plaisir de mettre à disposition dès aujourd'hui ce kit connaissance des dynamiques régionales. Vous verrez aussi qu'il est agrémenté non seulement de fiches repères, mais aussi de vidéos pour pouvoir partager ces données, d'un mode opératoire pour dire comment concrètement, régionalement organiser ces dialogues, et puis de petites fiches pratiques sur la typologie des partenariats, parce que c'est une question qui nous est fréquemment posée. Voilà, pour pouvoir co-construire en territoire, il faut avoir des données, être en capacité de les partager, et c'est un élément complètement déterminant. Mais après, il faut agir, et pour ça, on a besoin d'outils. Et pour les outils, eh bien, j'ai le plaisir d'annoncer donc ce partenariat stratégique que nous engageons avec MIA, et je vais laisser la parole à Patrick Hémin, responsable commercial et R&D de cet outil assez fabuleux de géolocalisation des compétences, parce que c'est pour nous un élément complètement déterminant d'être en capacité finalement de savoir où se trouvent les ressources, les compétences, les projets et les acteurs, et de pouvoir finalement rendre cela très visible et très appréhendable par tous. Patrick, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bien, enchanté d'être là pour la première fois pour nous et on espère pour longtemps à vos côtés. On a eu l'occasion de voir à quel point il y a beaucoup de synergie et on souhaite contribuer. MIA Map in Action est une plateforme digitale, je vais y revenir juste après. Avant tout, notre constat, le fondement de notre action, c'est de considérer qu'aujourd'hui, les écosystèmes sont devenus aussi importants que les projets. Il n'y a pas de valeur de projet sans un bon écosystème, sans connaître les dynamiques qui sont présentes autour de ces écosystèmes. Donc aujourd'hui, cette complexité va apporter 2 grands points à traiter.
eh bien, la diversité des acteurs et des problématiques, ça a été soulevé précédemment. Hein, donc, et c'est un plus, c'est pas un moins, hein, le fait d'avoir de la diversité. Et puis, un deuxième élément, c'est comment on fait que cette diversité n'empêche pas, mais au contraire contribue au passage à l'action, puisque ça a été aussi évoqué, c'est ça qui va avoir un impact sur le réel. Donc aujourd'hui, nous, au niveau de MIA, on travaille vraiment sur ces sujets-là à travers une solution digitale qui est centrée sur un point clé, qui est la construction de représentation. On va y venir juste sur la présentation suivante. Donc aujourd'hui, notre offre, notre proposition de service, elle s'adresse à tout type d'acteurs, que ce soit des réseaux publics ou parapublics, que ce soit des organisations professionnelles ou encore des entreprises privées, avec aussi tout un travail à travers des ambassadeurs qui viennent imposer à travers leur démarche propre l'utilisation des outils qu'on peut mettre à disposition. Fondamentalement, l'application Mapping Action, qu'est-ce que ça sert à outiller? Ça sert à outiller trois grandes fonctions dont on a besoin. C'est cartographier d'abord, ça a été évoqué, les écosystèmes. Donc aujourd'hui, nous, on est vraiment sur une logique à la fois de croiser les gisements de données pour en faire une représentation partagée à travers des cartes. Donc des cartes avec cette vision géographique qui permet de mobiliser la connaissance intime des acteurs de leur territoire. La deuxième fonctionnalité, c'est de faciliter la collaboration opérationnelle. Et puis la troisième grande fonction au niveau de MIA, c'est de travailler sur le pilotage du portefeuille de projets et d'actions avec une liaison à tous les niveaux et une facilitation maximale du dialogue horizontal des porteurs de projets. On a déjà eu l'occasion de travailler ensemble sur deux premières expérimentations. Le premier élément étant la cartographie donc, des 553 membres du réseau des pionniers des alliances en territoire. Donc on a mis en œuvre cette cartographie avec des possibilités de filtre et de représenter un petit peu la richesse et la dynamique à ce niveau-là. Et puis aujourd'hui, on travaille de manière plus en profondeur et plus détaillée sur un territoire particulier, avec la cartographie des membres d'un réseau spécifique, le réseau Vitamine, sur Paris-Est, Marne-et-Bois. Donc vous voyez, ça permet de travailler avec des niveaux de zoom différents, tout ça hein, en offrant un bouquet de services, et donc on a grande joie de pouvoir à la fois le présenter tel qu'il est aujourd'hui et surtout d'envisager des évolutions à vos côtés. Merci Patrick. Juste pour information et pour compléter, les 553 membres qui sont référencés sont accessibles via le site des catalyseurs territoriaux. Donc n'hésitez pas évidemment à consulter cette cartographie interactive. Donc si vous voyez votre nom et que vous vouliez mettre à jour les informations, n'hésitez pas à nous le dire. Et si vous voulez être également référencé, à nous transmettre votre demande et information. Qui nous laisse du coup la bonne transition pour notre partenaire, deuxième partenaire structurant. Donc, je laisse la parole à Eric de Minor, et merci qui est beaucoup, directeur des Élodie. partenariats d'Idealco. La parole est à vous, Eric. Bonjour à toutes et tous. Déjà, vous dire que nous sommes très heureux donc d'accompagner le rameau et le réseau des pionniers dans le développement d'outils collaboratifs. Ce que je vais faire, c'est vous présenter très brièvement donc Idelco, qui est un réseau social qui est né il y a 35 ans à l'initiative donc des départements et qui s'est développé justement pour traiter de sujets liés déjà à l'environnement. Et au fil des ans, en fait, ce réseau s'est étendu à l'ensemble des collectivités territoriales. Ce réseau, qui était une association, s'est transformé donc en société, et notamment donc avec l'appui de la Caisse des dépôts et consignations, Idéal Connaissance est devenue une plateforme digitale collaborative de partage et d'acquisition donc de connaissances. Et aujourd'hui, donc cette plateforme Idelco, au-delà donc du soutien de la Caisse des dépôts, elle est le partenaire de référence d'un certain nombre donc d'associations des territoires.
Vous parlez donc de notre ambition, notre vocation et notre mission. C'est clairement pour Idealco au quotidien mettre à la disposition donc des acteurs territoriaux l'ensemble des contenus qu'ils peuvent partager. Ce sont des retours d'expérience, ce sont des partages de connaissances, c'est la mise à disposition donc d'un certain nombre d'outils pour les accompagner donc dans leur projet, des outils collaboratifs, des outils technologiques, également donc l'intervention d'un certain nombre d'experts pour leur apporter donc l'ensemble de ces connaissances. Et tout ça dans une optique donc de construction et de participation en fait à la transformation des territoires. Et c'est vraiment ce qui anime au quotidien, je dirais, les équipes d'Idealco. En sachant que notre offre aujourd'hui, donc, elle s'articule à partir et autour d'un socle qui est le réseau social professionnel. Ce réseau social professionnel, il s'articule autour d'une quarantaine de communautés professionnelles. Ces communautés professionnelles, elles couvrent l'intégralité des compétences et des métiers donc des collectivités territoriales. Et aujourd'hui, donc, nous avons plus de 170 000 utilisateurs actifs. Tout ça pour dire également que ce réseau social nous a permis de développer donc une offre de formation. Et ces formations donc, qui sont délivrées sur la plateforme Idealco, eh bien, nous en réalisons 500 par an. Et nous avons aujourd'hui donc un catalogue de 5000 formations que peuvent donc consulter les agents territoriaux. Une part de notre activité, elle est liée bien évidemment à l'événementiel et la mise en relation donc entre les différents acteurs de la sphère publique. Et aujourd'hui, donc, nous organisons une vingtaine d'événements, en sachant que, compte tenu du contexte actuel, eh bien, nous avons transformé nos événements en e-événements. Et Idealco, aujourd'hui, est à même donc de réaliser tous ces rendez-vous professionnels en format donc 100% digital. Et dans l'expérience que nous avons connue avec notamment les confinements, eh bien, nous avons développé un certain nombre d'outils et de services collaboratifs justement pour que l'interaction perdure entre les différents acteurs territoriaux et leurs partenaires. Et je fais juste un petit focus donc sur ces fameuses communautés professionnelles et elles couvrent donc, on va dire, 5 grandes familles que sont la solidarité, que sont l'environnement, que sont la vie locale, les ressources et les territoires. Tout ça pour dire que nous apportons vraiment des solutions que nous souhaitons totalement pertinentes pour l'ensemble des acteurs territoriaux. Ce qui nous a amené donc également à développer donc avec le Rameau et avec donc le réseau des pionniers ces outils collaboratifs de partage et d'échange d'informations. Et c'est notamment ce groupe collaboratif, cette communauté avec les catalyseurs territoriaux qui permet d'échanger les bonnes pratiques, de partager et de co-construire donc ce réseau des pionniers. Et bien évidemment, donc Idealco, c'est une équipe donc avec Amandine que vous verrez donc tout à l'heure, qui intervient sur l'animation de cette communauté et sur le partage donc des contenus. Voilà, merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, Eric. Et on tenait vraiment à vous remercier parce que pour nous, c'était vraiment très important de pouvoir finalement intégrer cette communauté et ce réseau des pionniers des alliances en territoire comme une 41e finalement démarche territoriale. Vous disiez effectivement, et c'est toute la richesse depuis 35 ans d'Idealco, regrouper 170 000 agents locaux qui tous les jours travaillent sur l'intérêt général sur leur territoire. Et il nous semblait vraiment évident et important que finalement cette co-construction des catalyseurs territoriaux s'inscrive dans cette continuité et aux côtés finalement de ce que les agents publics font tous les jours. Et d'ailleurs, on voit bien avec Frédéric que dans notre communauté des catalyseurs territoriaux, certains agents publics sont déjà membres. Et donc, le lien entre l'acteur public et ces catalyseurs territoriaux nous semblait extrêmement important
à mettre en valeur, et d'où ce partenariat structurant et stratégique avec Idealco, et nous vous remercions de l'engager aujourd'hui parce que pour nous, c'est un moment très, très important. Tout à fait. Et c'est vraiment une ambition que nous partageons tous ensemble. Et je trouve que c'est vraiment ça qui est très intéressant dans le cheminement finalement de cette dynamique, c'est cette volonté de co-investir dans l'ingénierie territoriale. Alors qu'il me soit permis de remercier aussi aujourd'hui tous ceux qui cheminent avec nous dans cette volonté de soutenir finalement l'émergence de ces catalyseurs territoriaux. Alors on peut citer le premier d'entre eux qui, dès 2008, nous a soutenus dans ce programme de recherche sur la co-construction territoriale, la Banque des territoires. On peut citer bien évidemment la Fédération nationale des caisses d'épargne qui, dès 2014, lorsque nous avons vu que plus d'une centaine de catalyseurs territoriaux se réclamaient ainsi des territoires, a été créé le réseau. Très vite, dans la foulée, dès 2015, nos amis de la Fondation RTE, première fondation à avoir choisi finalement les territoires, et notamment les territoires ruraux comme une cause, alors que nous le savons bien, dans la philanthropie française, plutôt orienté par domaine. Donc, dès 2016, le soutien de la Fondation RTE, le groupe La Poste, qui, dès 2014, dans la continuité de son alliance dynamique, lancée en 2014, dès 2018, a rejoint cette logique-là, et notamment à travers les données de l'Observatoire, dont nous rendions compte de la dynamique des données régionales tout à l'heure. En 2019, la Fondation GADF et la Fondation Total qui ont décidé aussi de soutenir cette logique-là. Et puis, plus récemment encore, avec la création du fonds ODD 17, suite à la mission ministérielle, cette capacité finalement à investir dans cette ingénierie. Et je tiens à souligner aussi finalement la dynamique collective d'espace partagé, d'espace commun de dialogue qui a été suite à une rencontre avec le cabinet du président de la République en juillet 2018, qui a été impulsée par la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gouraud, la Fondation des Territoires, dont vraiment la logique est d'investir très concrètement dans cette ingénierie territoriale en y mettant pas seulement des moyens financiers, mais surtout et peut-être avant tout la compétence, la capacité de mobilisation de chacun dans ce que chacun est. Et c'est bien ça qui caractérise la catalyse territoriale, c'est bien que chacun finalement intervienne en fonction de son profil, de qui il est et de sa capacité à jouer collectif en territoire. Et donc, voilà, Élodie, pour rendre compte un peu de cette capacité à la fois à donner des données au territoire, à fournir avec de nouveaux outils dont nous avons annoncé 2 partenariats stratégiques, mais je crois qu'on peut déjà faire un petit clin d'œil en disant que nous aurons un 3e partenariat stratégique qui sera annoncé dès le mai prochain, au prochain webinaire, et puis cette capacité d'investir concrètement dans les compétences territoriales, dans le réseau des 350 pionniers, et qu'il me soit permis, au nom de l'ensemble de nos partenaires, de remercier chacun d'entre vous pour cette mission absolument essentielle de faciliter le lien entre les organisations d'un territoire. Merci Charles Benoît, et puis merci à nos 2 autres partenaires, Idealco et MIA. Donc, on a quelques questions qui apparaissent. Donc, d'abord pour Delphine, il y a une question: quelle est la plus-value d'une fondation territoriale par rapport à une SIC pour porter le rôle de catalyse territoriale? Alors, la plus-value, je ne sais pas s'il y a une plus-value. Disons que ce sont 2 organismes qui ont des vocations différentes. La fondation reconnue d'utilité publique est un outil de développement du mécénat. Elle n'a pas de vocation économique, je vais dire. Donc, voilà, je ne sais pas si on peut parler de plus-value, mais en tout cas de différence d'outils juridiques qui n'ont pas la même vocation. Je ne sais pas si la personne peut préciser peut-être sa question. En tous les cas, un point qui est essentiel, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que on voit bien que selon les territoires et selon finalement la tradition et l'histoire de ce territoire, les outils juridiques qui permettent de porter cette catalyse peuvent être très nombreux. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le réseau des 350 catalyseurs,
On va retrouver à la fois des fondations comme la fondation de Lille, on va retrouver des PTCE, on va retrouver comme le PTC de Muro, on va retrouver des associations comme Alsace Active qui a fait émerger le laboratoire des partenariats, on va retrouver des acteurs publics. Et en fait, finalement, on voit bien que la catalyse peut être portée par différents acteurs territoriaux. On a une question très intéressante en disant catalyse et coopération territoriale. Et bien, très simplement, la catalyse est l'ingénierie qui va faciliter cette coopération territoriale et la mise en lien des acteurs les uns avec les autres, l'un étant le résultat finalement d'une ingénierie pour pouvoir la porter. C'est très intéressant de voir que souvent, on pense que c'est assez facile de faire alliance et que les organisations, finalement, puissent se rencontrer. Mais ce que nous redisait dans le petit film fait par Idealco Delphine, c'est finalement la complexité pour les organisations de faire alliance. C'est déjà pas simple pour les personnes, finalement, de le faire et de mixer leur capacité d'agir ensemble. Mais pour des organisations, c'est encore plus compliqué. Et c'est tout ce besoin d'accompagnement finalement des organisations issues de mondes différents, donc avec des objectifs différents, avec des temporalités différentes, des niveaux de maturité différents, que cette catalyse territoriale va finalement partager les enjeux d'un territoire, identifier les priorités communes, lancer des expérimentations, être capable d'échanger sur finalement la vie d'un territoire et sa capacité de développement. Et comme le disait très justement Delphine dans le film, finalement, au titre des individus, des femmes et des hommes, nous avons traditionnellement une très longue tradition de cela à travers les associations, et notamment plus de 100 ans, plus de 110 ans maintenant de la loi 1901. Mais au niveau des organisations, c'est beaucoup plus récent et c'est là où on a vu émerger cette troisième ingénierie depuis maintenant un peu moins d'une décennie. Juste pour compléter ce que vous venez de dire, je réponds à Marine, disant que sur la carte des pionniers, il y a peu d'acteurs ruraux. Évidemment, cette carte, elle n'est pour l'instant pas exhaustive. Donc, tout l'enjeu pour nous, c'est de la mettre à jour, de l'alimenter. Donc, soit parce que les fiches existantes, elles sont à compléter, soit parce que vous n'êtes pas identifié sur la carte. Et donc, évidemment, notamment sur les acteurs ruraux dont il est question en l'occurrence, on sait très bien qu'il y en a beaucoup, mais pour l'instant, il faut que cette information-là nous remonte pour qu'on puisse les positionner sur la carte interactive. Et nous travaillons d'ailleurs beaucoup avec, d'une part, la MRF et d'autre part, l'ANPP sur ces sujets spécifiques des territoires ruraux. Parce que la tradition d'alliance, nous avions dès 2016 publié une note avec le CELAVAR sur justement cette tradition d'alliance dans les territoires ruraux, où effectivement elle est plus ancienne que sur d'autres territoires. Donc oui, bien sûr, les territoires ruraux en font partie intégrale. Une question pour Idealco. Alors, même deux questions. Est-ce que vous avez la compétence sur la conception centrée usage? La conception centrée usage, c'est-à-dire plus précisément? La personne qui écrit ça va préciser. Et donc, sa deuxième question, est-ce que sur la partie formation, vous avez des liens avec le CNFPT? Alors, avec le CNFPT, donc je dirais que nous sommes complémentaires en matière d'offres de formation. Donc, le CNFPT nous connaît parfaitement bien et nous sommes organismes de formation agréés, tant pour les agents des territoires que pour les élus également. Donc, c'est vraiment une offre complète qu'Idealco propose aux acteurs territoriaux. Et nous sommes reconnus justement pour ces compétences de formation et d'accompagnement donc des collectivités territoriales. Et pour avoir la chance de travailler à la fois avec Idealco et le CNFPT, on voit bien la grande complémentarité finalement des plans d'action. Je voudrais aussi souligner la réponse de Patricia Roy. Merci Patricia. De souligner avec un autre de nos partenaires, le RENET, le Réseau national de l'économie territoriale, que cette question finalement entre métier de développeur économique et de catalyseur territorial a été posée lors de la 28e rencontre en septembre dernier et que dans les actes de cette rencontre, il y a effectivement des éléments très intéressants puisque bien évidemment, il y a des liens très profonds entre la capacité des acteurs économiques, des acteurs publics, à avoir initié toute cette réflexion sur le développement économique et cette catalyse territoriale qui vient
plus largement de la société civile, mais qui se rencontre et qui finalement est particulièrement complémentaire. Et quand on voit effectivement l'évolution du référentiel métier des développeurs économiques, tout le travail que vous avez fait effectivement, je vous le soulignez avec l'UNADEL, eh bien, on voit bien effectivement que de plus en plus les acteurs dans les collectivités territoriales intègrent cette dynamique et sont très contents d'avoir finalement des acteurs à leur côté qui peuvent les y associer. Si je devais me prêter à une métaphore, je dirais que peut-être que les développeurs économiques sont les bergers, là où les catalyseurs territoriaux sont les chiens bergers, c'est-à-dire ceux qui vont chercher peut-être les acteurs, les organisations qui sont moins souvent autour de la table pour les inviter à venir rejoindre ce sujet-là. Et c'est là où le fait d'avoir aux côtés de l'acteur public de la collectivité territoriale un catalyseur territorial reconnu comme tel, eh bien finalement joue sur cette complémentarité entre l'acteur public et le catalyseur. C'est vraiment quelque chose qu'on en voit très fortement se développer dans un certain nombre de territoires et l'importance effectivement d'aller chercher au-delà les organisations qu'on a l'habitude plus particulièrement déjà d'associer, puisque la question de la co-construction territoriale n'est pas une chose nouvelle, elle s'est développée et elle a pris de nouveaux enjeux depuis maintenant une décennie, mais c'est quelque chose qui est bien évidemment est très historique. Alors, il y a encore quelques questions, donc je vous propose qu'on les traite par chat pour qu'on puisse continuer le webinaire, puisqu'on n'a plus que 5 minutes, le temps passe très vite. Alors, sur le quatrième sujet qui est finalement qu'est-ce qu'on va faire en 2021, le programme d'animation et de diffusion. Tout d'abord, donc, de rappeler encore une fois que cette plateforme, c'est vraiment une plateforme dont toutes les ressources sont à disposition en accès libre. Donc, c'est un lieu repère pour les acteurs de terrain qui souhaitent vraiment expérimenter en proximité la co-construction. Donc, cette plateforme, c'est une plateforme qui va vous apporter des éclairages et des ressources sur 5 sujets. D'abord, l'innovation territoriale, qu'est-ce que c'est? On a eu 7 thématiques, que ce soit comment on qualifie son innovation, qu'est-ce que c'est un écosystème, comment on se projette, qu'est-ce que son modèle socio-économique. Donc, 7 thématiques qui sont éclairées par à la fois des documents de référence, des outils de e-learning, des webinaires, puisqu'on en a fait 12 en 2019, des outils de méthodologie. Donc, tout d'abord, ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet sur lequel vous allez avoir des éclairages et des ressources, ce sont, Charles Benoît l'a présenté tout à l'heure, toutes les données territoriales qui sont issues des études de l'Observatoire. Et donc là, encore une fois, vous allez dans l'onglet données territoriales et vous avez l'ensemble du kit pratique qui a été présenté par Charles Benoît et qui est en open source. Autre thématique, c'est finalement les ressources sur qu'est-ce que l'ODD 17. Et là, pareil, on a eu cette thématique-là dans le cadre des webinaires de 2020. Donc, vous avez bien sûr les replays de ces webinaires, tous les travaux de recherche du rameau sur l'ODD 17, et par ailleurs, l'ensemble des résultats et des kits qui ont été produits dans le cadre de la mission ministérielle sur les alliances stratégiques. Et puis, dans le cadre de la crise Covid, depuis le printemps dernier, on recense l'ensemble des besoins et des programmes d'action justement pour accélérer cette sortie de crise en faveur des acteurs d'intérêt général. Donc là, pareil, cette capitalisation et cette base d'information est disponible pour les catalyseurs. Et puis, bien sûr, dernier accès, c'est la page catalyseur qui renvoie vers le site officiel des catalyseurs territoriaux. Donc, une plateforme ressources pour les territoires est une plateforme également qui est animée régulièrement donc, par un cycle de webinaires. Juste pour rappeler que ce cycle de webinaires, en fait, on en a eu 3 depuis l'émergence de la plateforme. En 2019, la thématique, c'était vraiment de découvrir ou redécouvrir ce qu'est l'innovation territoriale. Donc, on a fait 12 webinaires qui permettent d'éclairer les différentes facettes de l'innovation territoriale. En 2020, la thématique, c'était l'ODD 17 en pratique. On a eu 5 webinaires, toujours en replay, qui permettent de montrer ou de démontrer que finalement ces alliances, cet ODD 17, existent sur les territoires. Et donc, 2021, c'est la thématique, les catalyseurs territoriaux en pratique. On aura 5 webinaires tout au long de 2021 qui permettront d'éclairer ce qu'est un catalyseur, ses actions et toute la valeur qu'ils produisent sur le terrain. Donc, justement, sur ce cycle de webinaire, normalement, vous avez dû voir ce planning dans le cadre du programme que vous avez dû recevoir. Donc, aujourd'hui, donc 30 mars, c'est les métiers de la catalyse. Le 27 mai prochain, on parlera du fonctionnement d'un catalyseur territorial. Le 31 août, du modèle socio-économique ou du modèle socio-économique des catalyseurs. Le 28 octobre, on demandera quelles sont les interactions entre différents territoires et on terminera l'année le 16 décembre sur les modèles de gouvernance
d'un catalyseur territorial. Donc, vous avez toutes ces dates-là à mettre dans vos agendas. Et puis, une date également extrêmement importante, puisque c'est la 7e rencontre des pionniers des alliances en territoire, donc la rencontre annuelle qui est organisée par le réseau, qui aura lieu le 12 juillet prochain, et elle aura pour thème l'économie de l'alliance. Donc voilà, aujourd'hui, pour ce premier webinaire, ce qu'on voulait vous dire. Et pour conclure, je laisse la parole à Frédérique Marquet, donc, qui est directrice adjointe du développement économique et de l'emploi et chef de projet innovation au sein du territoire Paris-Est Marne-et-Bois, et qui est donc l'autre coprésidente du réseau des pionniers des alliances en territoire, et qui, je crois, souhaite nous partager son retour d'expérience de son métier donc de catalyseur territorial. Frédérique, c'est pour toi. Merci beaucoup, Élodie. Mais merci de témoigner de notre rôle à Paris-Est Marne-et-Bois sur la catalyse territoriale. Ça va rejoindre exactement ce que vous disiez tout à l'heure. C'est que, en effet, donc mon métier de base, c'est le développement économique. Mais comme on est plus sur un axe de socio-économique, on est arrivé rapidement à un rôle de catalyse territoriale. Et enfin, ce rôle de catalyseur, vraiment, est très important, mais il n'est pas aujourd'hui en tant que tel, identifié comme tel, mais dans les missions que j'exerce, puisque je suis sur la partie innovation, j'exerce donc ces missions de catalyse territoriale. Il y a une vraie valeur ajoutée, comme vous avez pu le voir dans tout ce qui a été décrit, à ces rôles-là. Et en effet, c'est ce qui va favoriser la coopération, même si parfois on est partie prenante et qu'il vaut mieux rester neutre, comme le disait Delphine. Je dirais qu'il y a trois éléments clés vraiment dans ce rôle de catalyseur. Et donc, c'est vrai que cette place au développement économique nous favorise en fait ces éléments clés. Le premier, c'est de faire des liens entre acteurs, puisqu'on a l'opportunité de rencontrer beaucoup d'acteurs différents, hein, comme je disais, socio-économiques, hein, des associations, des entreprises, des collectivités, l'éducation nationale. Donc, il faut faire des liens entre les gens que l'on rencontre, les gens que l'on connaît, en fonction de leurs besoins, de ce qu'ils nous évoquent, de leurs compétences qu'on identifie, puisque nous sommes un maillon qui permet aux acteurs en fait de s'appeler ensuite beaucoup plus facilement et d'avoir une pertinence dans la mise en contact. Ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, on a un rôle vraiment en tant que catalyseur d'ingénierie de la dynamique. Donc, il faut structurer les choses, il faut organiser les rencontres collectives. Et puis, on est polyglotte, hein, comme on dit, c'est-à-dire qu'on parle l'associatif au même titre que l'entreprise, la langue de l'entreprise et la langue de l'éducation nationale. Hein, je m'améliore beaucoup sur ça. Et donc, on est capable de faciliter les compréhensions mutuelles qui sont un peu des préalables aux coopérations, et que je pense que les relations interpersonnelles sont vraiment capitales avant d'organiser des relations collectives. Si on veut vraiment que l'état d'esprit soit ancré, si on veut vraiment que les besoins soient bien analysés, il faut absolument faire des relations individuelles bilatérales avant de faire donc des relations plus collectives, et ça ancre beaucoup mieux les alliances. Et puis, on a un rôle de valorisation, parce que les acteurs qui sont engagés à titre parfois personnel doivent rendre des comptes aussi à leur structure, à leur organisation. Et donc, on doit aussi valoriser leur travail, tout ce temps invisible où on tricote en coulisses, voilà, sans que les gens ne voient rien venir, puisqu'il faut un certain temps. On est sur le temps long, comme dirait Charles Benoît. Et donc, il faut absolument valoriser à la fois les acteurs et leur structure, et aussi donc le produit de ces alliances. Et donc ça, je pense que le rôle de catalyseur peut être vraiment axé aussi sur ça. Et donc, voilà, et c'est pour ça que j'ai accepté d'être coprésidente avec Delphine Van Voort de ce réseau des pionniers, puisqu'on a besoin justement de défendre, de soutenir ce à quoi on croit, et qui a une vraie valeur ajoutée pour l'ensemble de toutes ces actions sur un territoire donné. Voilà ce que je peux vous dire. Merci Frédérique, et merci à vous tous d'être intervenus pour ce premier webinaire. Le temps passe très très vite, c'est déjà terminé, donc juste le temps de vous dire, de bien vous rappeler que le 27 mai prochain, on se retrouve de 13h à 14h pour le deuxième webinaire qui aura pour thème « Comment fonctionne un catalyseur territorial ?» Et il est déjà 14h04. Je vous remercie à tous pour votre participation. J'espère que vous allez passer une très belle journée ensoleillée, et on se retrouve dans 2 mois. Merci à tous. Au revoir, bonne journée.
Bonne journée à tous. Au revoir. Et Merci, au revoir. merci, au revoir. Merci.